Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, pour tous ceux qui démarrent, donc votre micro et vos caméras sont coupés par défaut, vous pouvez les activer à terme. Mais ce que je vous propose en fait qu'on fasse, c'est qu'on prenne la conversation en fait pour poser les questions. Donc, vous pouvez ouvrir le volet conversation sur le côté. Vous aurez aussi des sondages pendant ce webinaire qui vont apparaître dans ce volet conversation. Et puis, si vous voulez poser une question, je vous invite à utiliser le lever la main et ensuite à poser la question dans la conversation. Voilà, je pense que ça sera le plus simple. Moi, je monitorerai la conversation et je ferai les réponses sur le côté. Voilà, on attend, je pense, tout le monde est en train un petit peu de se connecter. Je propose qu'on attende 2-3 minutes avant de démarrer, puisque là, je vois le nombre de participants qui augmente. Hop. Voilà, vous avez beaucoup d'écho. Ah, on va peut-être changer de micro, ne bougez pas. On va faire comme ça sera le plus simple. Euh, merci, je suis bien fait. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on démarre. Je lis le dernier message si tout va bien. Est-ce que l'écho, ça va mieux au niveau des notifications et du son? Est-ce que tout va mieux de ce côté-là? C'est bon. Voilà. Là, ici, je pense que le micro devrait beaucoup mieux marcher maintenant et qu'on ne devrait plus avoir d'écho. S'il y a de l'écho, merci de me le mettre dans la conversation. Bon, parfait si c'est bien. Alors écoutez, je vous remercie. Bienvenue à tous dans ce webinaire sur les stratégies mécaniques pour l'entretien des greens de golf en zéro phyto. Donc, on va partir sur la présentation. Et puis, ce que je vous invite, c'est plutôt à garder vos questions, les mettre dans la conversation pour qu'on les aborde à la fin. Comme je vous l'ai dit, il y aura des sondages et n'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin d'interagir sur la fin pour qu'on puisse discuter. Et bien entendu, les questions, je vous propose qu'on les fasse soit dans la conversation, soit après en live avec les micros, avec les activations de micros. Donc, allons-y, on est parti pour la présentation. Donc voilà, bienvenue dans les webinaires HydraParts. Le but de ces webinaires, comme vous l'aurez compris, c'est la philosophie HydraParts, c'est de partager la connaissance
Pour commencer, on va rapidement faire un point pour ceux qui ne me connaissent pas, savoir qui je suis. Donc, je suis François Brouillet, j'ai 46 ans. Je suis le président de la société Hydraparts. Et Hydraparts est elle-même société mère de la société Mecagreen qui fait tout ce qui est pièces détachées. Hydraparts étant spécialisé dans tout ce qui est machines d'entretien mécanique du sol pour les gazons sportifs, bien entendu. Nous ne travaillons que nous, le sous-sol et le couvert végétal. Ensuite, il faut savoir que Hydrapart, c'est depuis 2014 l'agent de la société SGL pour la luminothérapie. Donc, c'est nous qui avons équipé les 23 stades qui sont équipés en luminothérapie en France, ce qui nous permet d'avoir un accès au haut niveau et au niveau des nouvelles technologies les plus avancées. Je suis aussi actionnaire fondateur de la société Rostadia qui propose des systèmes de test et de monitoring pour transformer la surface de jeu en outil de performance. Donc en fait, c'est un système de test agronomique et sportif pour voir quelle est la relation entre l'agronomie et le sport et surtout l'interaction joueur-terrain. Et dernier point, je suis secrétaire de la Société française des gazons, donc comme vous pouvez le voir, investi dans les gazons. Donc, le thème du webinaire de ce jour, c'est les solutions mécaniques pour des greens de golf en zéro phyto. Donc, on ira un petit peu plus loin que ce titre, je dirais, accrocheur et du zéro phyto, puisqu'on parlera de toutes les problématiques actuelles des greens de golf et de voir quelles sont les solutions mécaniques pour qu'on puisse les avoir. Pour commencer, je vous propose en fait un premier sondage que je vais vous lancer. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment, par quel en fait, adjectif vous qualifieriez votre sentiment sur le zéro phyto. Donc, est-ce que vous êtes inquiet, enthousiaste, heureux voilà, dites-nous un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Voilà, pendant que ce sondage continue, on va continuer donc la présentation. Euh, Donc, vous voyez les mots qui peuvent s'apparaître dans les sondages et dans la conversation sur le côté. Donc, pour commencer, pour revenir sur ce zéro phyto, je voudrais revenir en fait sur la notion de gazon sportif. Attendez, en fait, est-ce que je peux... Voilà. En fait, excusez-moi, c'est mon premier sondage, donc je vois en fait que tant que le sondage n'est pas fini, on ne peut pas encore continuer la présentation. Mais donc, on va attendre que tout le monde ait voté et fait ce genre de choses. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce sondage, en fait, c'est un nuage de mots. Donc, en fait, c'est plus les mots sont cités deux fois et plus ils apparaissent en gros à l'intérieur. Donc, on voit quand même qu'on a du positif, de l'enthousiasme, du réalisme, de la nécessité, de l'idéalisme, que je trouve assez intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ferme ce sondage et puis qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on reprenne la présentation. Donc, pour revenir. Ce qui est important, en fait, ici, on va parler essentiellement de gazon sportif. Nous, on est vraiment spécialisé dans le gazon sportif. Et ce que j'aime à rappeler, en fait, au niveau de la gestion des gazons sportifs, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on fait tous ce métier pour le sport. C'est-à-dire que on est là pour travailler, pour donner à des intendants des outils et des méthodes afin qu'ils préparent les surfaces sportives. Vous, les surfaces sportives, vous devez les travailler de manière à ce qu'elles aient les caractéristiques requises pour correspondre au niveau de pratique et aux différents sports qui sont pratiqués. Bon, en l'occurrence, c'est le golf. Ce qui est important en fait de savoir, c'est que par rapport à une gestion naturelle ou à un gazon qui, on va dire, serait d'ornement seulement, la pratique du sport va conduire des effets indésirables sur les gazons et ça va être toute la problématique et toute la difficulté de mettre en place en fait les stratégies pour compenser les effets du sport sur le gazon et restaurer en fait les caractéristiques agronomiques et sportives du gazon.
Quels sont les challenges au niveau des gazons sportifs qui sont devant nous? Le premier, c'est celui qui vous a tous attiré ici, c'est travailler sans les produits phytosanitaires. Donc ça, c'est une grande difficulté qui va nous arriver. Pourquoi? Parce que ça fait 70 ans que on a appris à travailler les gazons et que la gestion moderne des gazons a été construite et enseignée avec les produits phytosanitaires. En revanche, quand on parle de produits phytosanitaires, j'en profite pour faire un petit point. Alors, vous le verrez au cours de ce webinaire, hein, pour certains, j'enfoncerai des portes ouvertes, mais j'aime bien repartir toujours de toutes les dernières notions, enfin de toutes les notions pour que tout le monde puisse bien avoir les notions en tête et pouvoir suivre. Donc, sur les produits phytosanitaires, on distingue trois catégories. On a les pesticides. Très souvent, on dit l'arrêt des pesticides, mais c'est l'arrêt des produits phytosanitaires, parce que les pesticides sont seulement les produits contre les espèces invasives et les ravageurs, donc type insecticides. Vous avez ensuite les herbicides, qui sont les produits de désherbage total ou de désherbage sélectif, donc Roundup ou désherbant sélectif. Et la troisième catégorie, qui est celle qui nous intéresse le plus, ce sont les fongicides, qui sont là pour lutter contre les champignons indésirables. Donc les champignons qui sont les maladies les plus courantes qu'on va retrouver sur le gazon, que ce soit des fusarioses, des dollar spots, des péricularioses, des pythium. Et c'est eux vraiment ces produits-là, les fongicides, qui vont être difficiles en fait, dont on va avoir du mal à se passer, pour lesquels il faut mettre en place en fait des nouvelles stratégies. Donc, vu qu'on va devoir arrêter les fongicides, la seule stratégie, en fait, c'est pour empêcher le développement des maladies, il va falloir agir pour éviter que la maladie se développe, c'est-à-dire pour éviter que le champignon se développe. Donc, un champignon, ça se développe à partir de spores qui, ensuite, en fonction des bonnes conditions de température, vont pouvoir, en fait, se développer et créer le mycélium. Donc, les axes sur lesquels il va falloir qu'on travaille pour arrêter ces fongicides, c'est la présence de spores, c'est travailler en fait par rapport aux conditions climatiques, que ce soit la température, l'humidité. La température, c'est un petit peu difficile, sauf si on utilise de la ventilation à gérer, mais l'humidité, les conditions d'humidité dans le sol, on va pouvoir les gérer. Il va falloir qu'on travaille sur les graminées qui sont non résistantes, pour mettre des graminées qui, dans la génétique, en fait, a une meilleure résistance aux maladies et à tous ces champignons-là. Et il va falloir travailler aussi par rapport aux mauvaises et aux bonnes méthodes d'entretien qui soit fragilisent la plante, soit lui donnent un boost. Donc en gros, travailler en zéro phyto, je le rappelle pour tout le monde, hein, on a la loi Labbé qui est passée le 15 janvier 2021, qui sera mise en application totalement à partir du 1er janvier 2025. C'est une loi qui était en deux phases. D'abord, on avait une application au 1er juillet 2022 pour les espaces non clôturés, et une deuxième application au 1er janvier 2025 pour les espaces clôturés. Pourquoi cette différence? Cette différence, elle est faite essentiellement à cause des délais de rentrée. C'est-à-dire que sur les espaces non clôturés, comme les terrains de sport ouverts, on pouvait avoir en fait des utilisateurs qui venaient au contact du produit phytosanitaire après son application. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés un petit peu plus tôt. Mais je dirais que dans la réalité, on a eu peu d'effets au 1er juillet 2022. La vraie bascule va se faire au 1er janvier 2025, donc dans 10 mois à partir de maintenant, donc c'est demain. Je rappelle que c'est une loi, donc ça veut dire que, il y a une obligation totale de l'utiliser. Et à partir de ce moment-là, il va falloir la mettre en œuvre. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail mécanique, c'est la seule alternative connue à l'heure actuelle pour que la plante reste en forme. Puisqu'en fait, la seule stratégie qu'on va pouvoir appliquer avec l'arrêt des produits phytosanitaires, c'est, si on fait une analogie aux humains, c'est d'éviter en fait que la plante soit malade pour ne plus avoir à lui donner de médicaments. Donc, pour éviter que la plante soit malade, il faut la faire travailler. On va voir comment après dans la suite. Et on va voir ça. Je vois une remarque sur aucune certitude sur l'application totale sur la loi Labbé au 1er janvier 2025. Ça tombe bien parce que c'est souvent un point que j'aborde dans cette présentation. Effectivement, dans la loi, il est prévu une clause disant que si aucune solution technique donnant des résultats satisfaisants n'est trouvée, des dérogations pourront être données pour certains produits et certaines molécules. Je vous donne mon sentiment personnel, puisqu'il n'est que personnel, mais je pense qu'il est assez proche de la réalité. On a pu le voir justement notamment avec les manifestations d'agriculteurs qu'on a eues les dernières semaines. L'utilisation des produits phytosanitaires hors des zones agricoles, ça représente moins de 2%
de l'utilisation des produits phytosanitaires en France, en termes de quantité. En revanche, médiatiquement, que ce soit le foot pour le plus médiatique, mais aussi le golf qui, je dirais, bénéficie d'une exposition médiatique, je t'aime moi non plus, avec beaucoup de vandalisme qu'il y a pu y avoir ces derniers temps et toute la mauvaise presse, on peut dire, qu'il y a pu y avoir. En fait, on a, pour un gouvernement, on a quelque chose qui est très facile, c'est-à-dire qu'on a peu de lobby, donc on va pas avoir des tracteurs qui vont débarquer dans la rue pour bloquer des préfectures, et en face, une possibilité de faire beaucoup de communication. Donc moi, je reste quasiment persuadé que le gouvernement fera assez peu d'efforts pour faire des dérogations, pour en fait avoir une attitude verte, on va dire, vis-à-vis de la population. Voilà. Donc pour revenir, le travail mécanique, c'est la seule alternative. Et l'arrêt des fongicides, en fait, va nécessiter un retour aux fondamentaux du métier. Puisqu'en fait, ce n'est que en réouvrant les yeux, en re-regardant comment son sol, ses graminées, sa météo se comportent, qu'on va pouvoir en fait prendre les bonnes décisions au bon moment et donc éviter les maladies. Et je tiens juste à préciser, moi je vais vous parler aujourd'hui essentiellement de travail mécanique, puisque c'est mon domaine, c'est ce que je maîtrise. En revanche, le travail mécanique n'est pas la seule composante qui permettra en fait de travailler en zéro phyto. Dernier point pour le travail en zéro phyto, les outils de mesure et le monitoring vont devenir l'allié indispensable des intendants de terrain. Pourquoi? Parce que il va falloir mesurer de plus en plus, on y reviendra, pour prendre justement les bonnes décisions au bon moment. On reviendra en détail là-dessus. Deuxième challenge, en plus du zéro phyto qui se rajoute dans les années qui viennent, c'est proposer des solutions économes en eau. Comme on a pu le voir au cours de l'été 2022, le réchauffement climatique se renforce. Alors on dit réchauffement, ou plutôt la modification climatique se renforce. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe soit des grandes périodes de sécheresse, soit des grandes périodes avec énormément d'eau. Donc la gestion en fait de l'eau va être très importante au niveau des gazons. Les golfs sont directement et obligatoirement impactés par ces restrictions. On a vu quand même que c'était un sujet très sensible, hein, comme je vous l'ai déjà mentionné, et il faut falloir pouvoir trouver des solutions et anticiper. Les outils de mesure, bien entendu, vont permettre de gérer de plus en plus et permettre de gérer de plus en plus au plus près les besoins d'eau des gazons. On y reviendra. Hop. Le travail du couvert végétal au niveau des solutions économes en eau, qu'elles soient économes ou qu'elles soient pour les périodes de grandes précipitations, va être indispensable parce que c'est lui qui va permettre en fait une meilleure pénétration de l'eau dans le sol, qui va nous permettre d'optimiser la ressource, d'optimiser soit son stockage, soit son utilisation lors de restrictions. Et dans des solutions économes en eau, il va falloir aussi venir avec des techniques de regarnissage différentes qui vont nous permettre une inversion de fall vers des graminées génétiquement plus résistantes à la sécheresse et aussi de lutter contre une plante qui résiste très très peu à toutes les problématiques d'eau, qui est le pâturin duel. Troisième challenge auquel on est confronté dans le monde du gazon sportif, notamment du golf, c'est d'assurer une jouabilité optimale. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que le Covid-19 a renforcé les besoins d'activité à l'extérieur. Donc, pour notre secteur, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on a quand même beaucoup d'utilisateurs. Et on a vu, suite au Covid-19, qu'on a une fréquentation record des golfs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact du sport sur les gazons est plus important, que les fenêtres d'intervention pour pouvoir intervenir mécaniquement et apporter et à la plante ce qu'il lui faut agronomiquement, ça se réduit de plus en plus. Que les fermetures de terrain sont de moins en moins acceptables, puisque il y a une logique de rentabilité qui est derrière, et que la jouabilité et la sécurité des terrains est aussi une préoccupation qui est grandissante. Donc tout ça fait que il va falloir travailler de plus en plus pour assurer cette jouabilité. Du coup, on s'aperçoit qu'on a une compaction qui est de plus en plus forte sur les gazons sportifs, et c'est un des problèmes qui est de moins en moins traité. On y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation.
et qu'il va falloir penser en fait un entretien régulier différemment pour combiner efficacité agronomique et impact minimal sur les surfaces pour permettre en fait à tous ces joueurs d'utiliser la surface de jeu, puisque je vous rappelle qu'elle a été designée pour le sport. C'est pour ça que j'ai commencé par cette petite remarque sur le sport. De la même manière, dans cette partie-là, la mesure va nous permettre d'assurer sécurité et jouabilité des terrains. Donc, les axes de travail sur lesquels il va falloir qu'on avance pour faire tout ça, ben, c'est concilier la santé agronomique et les qualités sportives des greens, de manière à ce que on puisse avoir en fait le meilleur rendement sur ces 3 points. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter le couvert végétal, augmenter l'enracinement, augmenter le temps et la qualité du jeu et tout en face, en diminuant l'impact sur le jeu, l'irrigation et les produits phytosanitaires, diminution étant un euphémisme, puisque c'est plutôt un arrêt complet des produits phytosanitaires. Donc maintenant, ben, on va revenir un petit peu aux fondamentaux pour voir comment on peut faire, puisque ben, jusqu'à présent, je vous ai raconté des choses que vous savez pour la plupart déjà. Donc on va revenir pour recommencer sur les bases agronomiques, donc cours de SVT de quatrième. Le gazon est un système complexe qu'on peut constituer de 2 sous-ensembles. On a les feuilles et les racines. Au niveau des feuilles, on a un processus biochimique qui s'appelle la photosynthèse. Et au niveau des racines, on a un processus chimique qui s'appelle biochimique, qui s'appelle la respiration. Si l'un de ces 2 systèmes faillit, le gazon ne peut pas survivre. Donc, c'est-à-dire que si les feuilles ne fonctionnent pas, les racines ne peuvent pas vivre. Et si les racines ne fonctionnent pas, les feuilles ne peuvent pas non plus fonctionner. On est en fait dans une logique de cycle, hein. Dans la photosynthèse, on absorbe le CO2. Grâce à la lumière, ben, on va créer des sucres et des chaînes ligneuses. Ces sucres vont permettre de faire fonctionner la respiration au niveau des racines, qui, elle, va pomper l'eau et les nutriments, qui va permettre de remonter au niveau des feuilles et permettre la croissance. Et on est dans un cycle complet qu'il va falloir maintenir. Donc, je dirais au niveau des feuilles et du CO2, tant qu'on n'aura pas d'hiver nucléaire, ben, on continue à avoir du soleil, on continue à avoir du CO2, donc ça fonctionne plutôt bien, à l'exception de créer de l'aération et des zones d'ombre. Mais là où c'est vraiment important pour nous, et c'est là où il va falloir travailler différemment, c'est au niveau du sol et de la vie du sol. Au niveau de la vie et de la fertilité du sol, en fait, on a besoin de relancer la machine naturelle de la vie et de la fertilité du sol. Là, ici, vous avez sur ce schéma le schéma d'absorption en fait de la matière organique par la plante et par le sol. C'est-à-dire quel va être le travail qui va être fait par le sol. C'est-à-dire que la matière organique qui est produite par la plante, bon ici c'est pas un gazon que vous avez en image, mais vous pouvez l'imaginer en gazon. Il faut que grâce à tous les micro-organismes qu'on va trouver dans le sol, que ce soit, donc je vous en mets ici un petit peu une image au niveau de la faune du sol, que ce soit les gros micro-organismes, les lombriques, les petits prédateurs ou les phytophages, les acariens, tout ça, qui vont dégrader en fait la matière dans un premier état. Ensuite, cette matière-là qui va être découpée en petits morceaux, elle va être attaquée par tous les champignons et les bactéries qui vont permettre en fait de minéraliser cette matière organique pour que cette matière organique devienne en fait assimilable sous forme ionique par la plante, puisque la plante ne peut assimiler les nutriments que sous forme de sel, c'est-à-dire dilué dans l'eau. Donc au démarrage, quand c'est de la matière organique, ils ne sont absolument pas solubles dans l'eau, et c'est tout le travail de cette chaîne alimentaire à l'intérieur du sol qui va en fait permettre l'absorption des nutriments. Donc c'est ça qu'on appelle avoir une vie et une fertilité du sol, c'est avoir toute cette chaîne qui fonctionne bien. Donc si on regarde un petit peu dans les grands ensembles, il va falloir en fait pour obtenir une fertilité du sol, avoir un cycle des éléments nutritifs, donc NPK, qui soit efficace, donc ce cycle qui va aller avec le cycle de l'eau et de l'évapotranspiration, une structure du sol qui va nous permettre en fait de faire cette absorption, et il faut une stabilisation du sol par les éléments biologiques. Donc en fait, on se retrouve avec 3 phénomènes qui sont à l'œuvre. Un phénomène biologique, donc ce phénomène biologique, c'est d'avoir de l'oxygène, de la nourriture et de l'eau à l'intérieur du sol. Un phénomène chimique, donc c'est d'avoir la lumière, le CO2 au niveau des plantes, de l'eau,
ou une ouverture de surface pour permettre en fait ce cycle des aliments nutritifs, et un phénomène physique qui est la structure du sol, c'est-à-dire d'avoir des espaces libres dans le sol pour que les racines puissent pousser, pour qu'on ait de la matière organique et pour que ce cycle-là puisse en fait fonctionner. Je rappelle, et je le rappelle très souvent, que dans la nature, le cycle fonctionne tout seul, hein. Si vous prenez une forêt, personne ne la fertilise, personne ne l'aère, personne ne la décompacte, et pourtant elle fonctionne. Alors, bien entendu, elle n'a pas de contraintes et de stress qui sont causés par le sport, mais le but qu'il va falloir qu'on recherche en fait dans le travail physique, c'est de venir faire fonctionner son sol, faire fonctionner sa vie et sa fertilité du sol pour qu'elle soit au maximum efficace. Si on fait un petit tableau récapitulatif sur les besoins du gazon, eh bien, au niveau des racines, on va avoir besoin d'oxygène, donc c'est-à-dire d'avoir un sol aéré pour que cet oxygène arrive au niveau des racines pour permettre la respiration. On va avoir besoin de sucre. Ces sucres vont être apportés par la photosynthèse, donc avoir des feuilles qui soient suffisamment hautes et en forme au niveau du sol. Il va falloir avoir de la place pour que ces racines puissent grandir, donc un sol pas trop compacté. Au niveau des feuilles, ben, il faut avoir un CO2, donc un mouvement d'air, il faut avoir de l'eau, l'eau apportée par les racines, mais donc qui est apportée la plupart du temps par l'irrigation, et il faut avoir de l'énergie, de la lumière et de la chaleur. Sur ces deux ensembles, on va devoir rajouter une fertilisation adéquate en fonction du substrat et du sol, et bien entendu, il va falloir faire un travail mécanique adapté à la fertilisation pour que ces éléments nutritifs arrivent à rentrer dans la plante et permettent à tout ce grand système de fonctionner. Mais comme je vous l'ai dit, la problématique, c'est que nous avons en fait un système qui est un terrain de sport sur lequel on doit en faire le but de cette surface, c'est de pratiquer un sport dessus. Donc, les greens de golf se retrouvent avec des contraintes qui sont très fortes. La première contrainte, comme vous le voyez sur cette diapo, c'est la fréquentation élevée et le piétinement. Faut pas oublier que le golf est un jeu de cible, que donc le but du jeu du golf, c'est que tout le monde mette sa balle dans le trou, qui lui-même est sur le green. Donc tous les joueurs qui passent par le golf passent par le green. Ce qui fait que ben, on a des problèmes de compaction au niveau des greens, puisque ben, en marchant, fatalement, les joueurs vont créer de la compaction. La compaction, c'est quelque chose qui se fait assez vite et assez rapidement. On reviendra sur la notion de compaction un peu plus tard. Et le fait aussi qu'on ait une forte fréquentation élevée, puisqu'on est dans entreprise économique qui a besoin de travailler pour avoir ses revenus, on a de très petites fenêtres d'intervention pour intervenir sur les greens. Deuxième contrainte sur les greens de golf, c'est l'exigence de vitesse et de ligne de green. C'est-à-dire que tout le monde veut une surface sportive de qualité. Et donc, une surface sportive de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir une balle qui est bien portée par le gazon et qui va rouler le plus loin possible et rouler de la manière le plus droit et sans aussi non plus faire de petits mouvements de haut en bas, ni faire de mouvements de gauche à droite. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a un programme de regarnissage et de fertilisation qui est plutôt élevé, de manière à avoir un beau couvert végétal qui va supporter cette balle de golf. Mais en termes de conséquences, on va avoir une tendance à feutrer et à faire de l'accumulation organique. Troisième contrainte des greens de golf, c'est leur construction. Les nouveaux golfs sont tous construits suivant les normes USGA. Donc en fait, ils sont en sable. Le but en fait de les faire en sable au démarrage, c'était justement que les golfs soient jouables toute l'année, c'est-à-dire qu'on puisse aller sur les greens toute l'année, quelles que soient les conditions atmosphériques. Donc le but du sable était de drainer vers la couche drainante que vous pouvez voir là pour avoir une évacuation de l'eau par les drains. Le problème en fait de ça, c'est qu'on est sur un matériau inerte qui est le sable. Donc on a une faible vie microbienne. On a aussi une très faible vie d'animaux du sol. Donc on a une grosse tendance à feutrer et à avoir de l'accumulation organique, parce que la matière organique a beaucoup plus de mal à être dégradée, puisqu'on n'a pas toutes ces petites bêtes dont je vous ai parlé juste avant. À l'inverse, on a aussi des golfs qui sont construits en green terre, et donc ces green terres vont avoir peu de capacité de drainage, une plus forte sensibilité à la compaction, ils vont devoir être travaillés différemment. Donc la construction des greens va aussi être la troisième contrainte qui va en fait induire la manière dont on va travailler.
Si on prend tout ça, en fait, on se retrouve qu'en termes de green de golf, on est sur des zones à haut trafic, avec une fréquence de tonte qui est élevée, on est sur sable, souvent pour augmenter la perméabilité. Donc du coup, quelles sont les conséquences? C'est on va créer de la compaction surface, de la compaction profonde, du feutrage, ce qui va, en termes de résultats agronomiques, faire une mauvaise circulation des éléments vitaux, une faible épaisseur de zone racinaire, une imperméabilisation de la surface des greens, un feutrage, une implantation d'une graminée indésirable qui est le pâturage annuel, et donc du coup un développement de maladies. Au niveau sportif aussi, on va se retrouver avec des greens mous et peu rapides, avec une mauvaise trajectoire de balle. Donc le but, en fait, ça va être de venir travailler sur les conséquences qui sont induites par les contraintes du jeu pour justement ne pas obtenir ces résultats agronomiques et ces résultats sportifs. Donc, quels sont les axes sur lesquels il va falloir qu'on travaille en termes de travail mécanique? Ça va être, il va falloir qu'on travaille sur la compaction, sur les accumulations organiques, sur les graminées et sur le feutre. Allons-y. Avant de parler de tout ça, je voudrais juste vous refaire un petit point sur la mesure, puisque je vous en ai parlé. La mesure, en fait, avec l'arrivée du zéro phyto et des autres contraintes dont nous avons parlé, c'est-à-dire la jouabilité et l'économie d'eau, va devenir indispensable. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le zéro phyto notamment, on va devoir faire plus avec les mêmes moyens. Et donc, du coup, faire plus avec les mêmes moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on va devoir faire des choix. On ne va pas pouvoir faire les choses exactement comme on les faisait depuis toujours. On va avoir besoin de plus de précision, plus de réactivité. D'abord, ça va vous permettre d'évaluer l'impact de vos actions, savoir quelles sont les actions qui réellement, mécaniquement, ont un impact sur votre sol. Et donc, ne faire que ces actions-là. En plus, ça va vous permettre assez rapidement de choisir et de voir quelles sont les bonnes actions et quelles sont celles qui ont un effet qui est plus réduit. Ensuite, c'est faire les opérations au bon moment. Combien de fois on a vu des greens de golf carottés quand il gèle encore, ce qui fait que les trous de carottage restent pendant un mois derrière, entraînant une mauvaise jouabilité, en pouvant entraîner un gel des racines, donc une mauvaise santé du green qui ne fonctionne pas bien. Il est indispensable en fait de faire maintenant les opérations au bon moment. On n'a plus le luxe en fait de pouvoir entre guillemets se planter. Donc les mesures sont indispensables. Troisième point, c'est d'éviter les décrochages. Avec de la fertilisation dite minérale, on a en fait une capacité à rattraper un gazon qui décrocherait, qui est très très fort, puisqu'on a des produits qui sont très efficaces, très puissants. Souvent, ces décrochages, en fait, font des systèmes de zigzag. C'est-à-dire que si on refait l'analogie sur les humains, on va demander en fait à votre green d'être un sportif de haut niveau. On veut qu'il performe à peu près toute l'année. Pour qu'il performe toute l'année, il faut qu'il s'entraîne toute l'année. Si on le laisse en fait dériver, il sera impossible qu'il revienne rapidement et donc du coup derrière il va être malade. Comme tout être humain, si vous vous entraînez si vous avez décidé de faire un marathon et que dans les 6 mois avant le marathon, vous avez décidé de vous entraîner une fois, quand vous allez faire votre marathon, vous allez vous retrouver dans une situation physique qui va derrière vous créer des problèmes et des maladies. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Quatrième point, c'est par rapport aux nouveaux produits qui vont être disponibles. Mais c'est pas ma spécialité, la partie produit, mais petit à petit, on s'aperçoit que tous les produits phytopharmaceutiques sont remplacés par des produits dits biostimulants ou produits phytosanitaires naturels. Ce qui se passe, c'est que ces produits phytosanitaires biostimulants ont un spectre d'action qui est beaucoup plus réduit. Avant, quand on prenait un produit phytosanitaire, on va dire classique, je vous donne un exemple qui est sûrement faux, mais on pouvait avoir, par exemple, si on prend un Primomax, un réducteur de pouce, le Primomax, il était peut-être efficace entre un pH 5 et un pH 9, entre une température de 14 degrés et 28 degrés. Maintenant, en fait, si on prend un produit biostimulant qui va avoir le même effet, peut-être il faut l'appliquer entre le pH 6,8 et 7,2 et en zone de température entre 22 et 24. Donc ça veut dire que si on ne mesure pas et qu'on n'a pas les bonnes conditions d'application,
ces produits-là ne serviront à rien. Et donc, en fait, on va non seulement perdre du temps, mais aussi avoir perdre de l'argent, mais aussi en plus ne pas en fait faire le job comme on le voudrait, c'est-à-dire ne pas stimuler la plante, ne pas la protéger comme on voudrait avec ses biostimulants, et donc ne pas avoir l'effet requis. Donc la mesure va devenir extrêmement importante, et donc tout ça, en fait, si on commence à mettre de la mesure, on va rentrer dans une logique qui va être une logique de la méthode itérative. C'est le moyen qui, je dirais, tombe sous le sens, et c'est la seule méthode qu'on va pouvoir avoir, puisque personne ne sait comment on va pouvoir gérer des gazons zéro phyto à l'heure actuelle. Les Belges commencent à avoir une expérience, mais ils ont travaillé justement avec cette méthode itérative. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est mesurer pour prendre les bonnes décisions. Donc là, je vous ai mis les principales mesures qu'il va falloir retrouver: l'observation du profil racinaire, la compaction, l'humidité du sol, la vitesse de percolation. Et en face, en fait, il va falloir décider d'actions qu'on va mettre en place. Et le fait de mesurer avant de faire une action, de décider de l'action en fonction de la mesure, de remesurer derrière le résultat de votre action pour savoir si elle était bien ou pas bien, c'est-à-dire s'il faut la répéter ou pas la répéter dans le futur, va vous permettre en fait de rentrer dans une logique de contrôle. Donc les opérations, je vous les citer, je les ai mises ici. Donc je vous ai mis toutes les opérations mécaniques qui sont faites sur un green qu'on a là. Je vous ai mis aussi la fertilisation et l'arrosage parce que ces deux points sont indispensables et rentrent dedans. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ma partie. Mais c'est des composantes indispensables pour venir faire de la gestion en zéro phyto. Rentrons un petit peu dans le détail maintenant des différentes actions à réaliser pour travailler. Donc, on va parler de décompaction. Euh, La décompaction, qu'est-ce que c'est? La décompaction, je tiens toujours en fait à préciser, puisqu'il y a souvent un flou entre décompaction et aération, qui est tout à fait normal qu'il y ait un flou entre décompaction et aération, parce que on a toujours de l'aération dans une opération de décompaction, et on a toujours de la décompaction dans une opération d'aération. Mais sauf qu'il faut savoir que le but poursuivi, il est totalement différent. Si vous vous rappelez mon schéma sur la vie du sol, l'aération, le but en fait, c'est d'amener de l'oxygène. Donc c'est un but qui est biologique et chimique. Sur de la décompaction, on est sur un but qui est physique. C'est-à-dire que le but, c'est de venir créer de l'espace dans le sol, de permettre en fait que les racines aient la place de pouvoir pousser et donc qu'elles puissent se développer. C'est comme on dit souvent, les racines ne poussent pas dans le sol, mais elles poussent dans les espaces du sol. Donc si vous n'avez pas assez d'espace, les racines ne vont pas pouvoir pousser. Et donc, quels vont être les effets de la compaction? Vous avez quelques photos sur la slide qui est en dessous. C'est-à-dire que vous allez avoir des racines qui ne vont pas pouvoir se développer, qui vont avoir très très peu d'interaction pour pouvoir absorber les nutriments et l'eau à l'intérieur. Et donc, du coup, vous allez avoir un gazon qui va être très pauvre, très clairsemé. Je prends toujours cet exemple assez concret, mais comme ça tout le monde le comprend au niveau de la compaction. C'est quand vous regardez un champ avec une étable à côté et vous regardez le sentier qui ramène les vaches à l'étable. Vous n'avez plus un brin d'herbe sur ce sentier-là. C'est pas parce que les vaches ont tout mangé ou les vaches ont gratté avec leurs petits sabots pour enlever, c'est juste qu'à force de passer toujours par le même chemin, la compaction a fait que les racines n'avaient plus aucune capacité de vivre, et donc les racines ne vivant pas, comme dans ce système complexe où les feuilles dépendent des racines, et ben le gazon meurt complètement, et donc on a un dégarnissage complet. Voilà. Ça, c'est pour la partie compaction. Je voudrais du coup en profiter. Je relance un petit sondage. Alors, bougez pas, je le relance comme ça, tout le monde peut voter pendant que je finis d'en parler. La question que je voudrais vous poser, c'est combien de fois vous réalisez la décompaction des graines? Parce que c'est une action en fait que j'ai remarqué qu'il était très très peu utilisée ni faite en fait sur les greens de golf. Pourquoi? Parce que c'est souvent une action qui est très, on va le voir après, qui est très invasive. Mais ça m'intéresse toujours d'avoir un petit peu le retour et de faire des sondages sur cette partie-là. Voilà. Je vous laisse encore une petite minute pour finir de voter.
Voilà, bon, on est sur, je vois un groupe de gens intéressés qui sont déjà dans la logique du sujet, puisque on a une majorité de 2 à 4 fois par an pour l'instant, donc ce qui est quand même très très bien. Arriver à décompacter les greens 2 à 4 fois par an, c'est, je dirais, moi de mon expérience, c'est plutôt rare on ait autant de participants qui soient aussi bien, qui soient aussi, on va dire, assidus sur la décompaction des greens. Je vous propose qu'on ferme le sondage pour continuer la présentation. Donc, hop, allons-y. Pour revenir sur la décompaction. Donc, la méthode traditionnelle en fait de décompaction qui jusqu'à présent était mise en œuvre et qui est mise en œuvre la plupart du temps, c'est la décompaction traditionnelle. C'est une décompaction qui a un excellent travail agronomique. Donc la décompaction à pointe, la décompaction traditionnelle, c'est on fait rentrer des pointes dans le sol et avec un mouvement de pendule à l'intérieur du sol, on va mettre un angle entre 5 et 15 degrés à peu près pour venir soulever le sol et le décompacter de cette manière-là. C'est une technique qui agronomiquement marche très très bien. On n'impacte pas le couvert végétal et on amène de l'air et surtout de l'espace au niveau des racines. En revanche, au niveau du sport, c'est une méthode qui est un petit peu plus compliquée parce que c'est une opération qu'on fait avec du matériel qui est lourd. C'est avec des machines qui sont plutôt chères, compliquées à l'utilisation et qui souvent se retrouvent avec des problèmes de casse. Sportivement parlant, on a une déformation en fait de la surface. Plus on va mettre de l'angle et plus on va travailler fortement, plus on va déformer la surface. Donc on va avoir un temps de retour au jeu qui va être plus long. C'est souvent la raison pour laquelle en fait la décompaction est peu mise en œuvre, puisque souvent elle entraîne une fermeture du parcours et donc avec une déformation et donc du coup bah, économiquement c'est pas viable pour un golf. Dernier point, cette décompaction, c'est une décompaction qui a un effet drainant qui est limité, puisque ben, comme on crée des puits, l'eau va venir, si on a une couche si on ne retrouve pas en fait la couche drainante en fond des puits, eh ben, on va avoir un risque que l'eau vienne se stocker en fond de puits. Voilà. Nous, ce qu'on revendique plutôt chez Hydrapart, c'est la technique qu'on revendique. Vous pouvez voir là sur le film qui tourne en ce moment, c'est une décompaction linéaire avec un décompacteur à lame. Pourquoi en fait on revendique cette décompaction? Parce que c'est une décompaction qui est beaucoup plus souple et surtout qui permet de laisser la surface sans effet. La vidéo que je vous passe ici, vous la voyez, c'est une vidéo sur grid. Et les photos que vous avez sur les côtés aussi sont des photos sur green de golf. Donc avec cette machine, en fait, on peut travailler de manière quasiment non invasive. On va créer, oui, des lignes, mais qui, si on réalise cette opération dans des périodes où il n'y a pas de gel ou pas de chaleur extrême, vont très très vite disparaître et vont créer une gêne sur le jeu qui soit minimale. Donc l'intérêt en fait de faire cette partie-là, c'est qu'on peut aller travailler sans déformation de surface, sans sablage. On va pouvoir, avec le système des lignes, augmenter la logique de drainage de l'eau, puisque si on travaille dans la pente, l'eau va suivre les fentes. Et c'est une technique qui fonctionne sur toutes les surfaces du golf. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans une utilisation qui soit non systématique et beaucoup plus régulière. Pourquoi? C'est-à-dire que comme vous avez très peu d'effets et que vous avez besoin d'un seul opérateur pour faire l'opération, elle est facile à mettre en œuvre et elle va pas en fait venir comment dire, on n'a pas besoin de la faire en fait sur tous les greens du parcours. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'on a plutôt une entrée de green qui est très compactée parce que bah, les joueurs arrivent plutôt sur l'entrée de green et qu'on n'a pas besoin de travailler de fond de green, on va travailler que l'entrée. Si on a un green qui est plus compacté qu'un autre parce que les gens ont plutôt tendance à faire 9 trous et à s'arrêter au trou numéro 9 plutôt que d'aller jusqu'au 18, bah, on va pouvoir travailler peut-être la première partie des 9 trous. On n'est pas obligé de faire tout le parcours. Donc ça permet d'avoir des méthodes qui soient intéressantes. Autre méthode non invasive, c'est la décompaction à air avec le shockwave, pardon, avec l'air de G2. Une décompaction à air, ça va vous permettre en fait de venir décompacter. Je vous le montre sur le film qui est ici. Vous allez voir en fait là où les bulles remontent. En fait, quand on va injecter de l'air, ce qui va se passer, c'est que les bulles vont vouloir remonter
pour revenir à la surface. Et donc, en ce faisant, elles vont défragmenter en fait tout le profil et donc créer cette décompaction. L'avantage de cette décompaction aussi, c'est qu'elle est totalement invisible pour la surface. Au niveau outils de mesure, la compaction, ça se mesure avec plusieurs outils de mesure. Le premier outil de mesure, le plus facile à utiliser, c'est le pénétromètre. Donc, vous pouvez voir en fait sur les illustrations que j'ai mis à côté du pénétromètre, le pénétromètre, il a cet avantage par rapport à tous les autres outils de mesure de compaction, qu'il va permettre en fait de déterminer à quelle profondeur on a en fait la problématique. Comme vous pouvez voir sur le niveau du fonctionnement, vous avez un manomètre avec plusieurs couleurs sur le pénétromètre. Tant qu'en fait l'aiguille du manomètre est dans le vert, ça veut dire que la pression de croissance des racines est inférieure à la pression du sol. Donc ça veut dire que les racines vont pouvoir se développer et utiliser les espaces qui sont à leur disposition. Quand on rentre dans le jaune, on est quasiment dans une équivalence. Donc on peut avoir une croissance, mais on va plutôt être sur un statu quo. Et quand on est dans le rouge, en fait, on est dans une logique où la pression du sol est supérieure à la pression de croissance des racines. Donc ça veut dire que les racines n'ont plus la capacité de grandir. Et donc du coup, en fait, quand on va rentrer le pénétromètre, comme la tige est graduée, on va en fait voir à quel moment on atteint cette zone jaune ou cette zone rouge, et donc savoir en fait à quelle profondeur on a des problèmes de compaction, et donc déterminer par là quelles sont les méthodes de décompaction et surtout les profondeurs de travail en décompaction qu'il va falloir qu'on puisse mettre en œuvre. C'est, je le dis et je redis, comme les moyens sont diminués, enfin les moyens, c'est pas les moyens sont les mêmes, mais il va falloir faire plus. Ben, si on a une compaction qu'on s'aperçoit au pénétromètre qu'on est à moins 14 cm et qu'on va faire une opération à moins 10, en fait, ça aurait été une opération qui n'aura servi à rien. Donc, il vaut vraiment toujours mieux mesurer. Et puis, le pénétromètre va aussi vous permettre de voir les différences entre les différentes zones d'un même green. Par exemple, comme je vous le disais, l'entrée green va être beaucoup plus compactée que l'arrière d'un green. Autre outil de mesure qui est lié à la compaction, c'est l'infiltromètre. L'infiltromètre, en fait, va vous permettre de mesurer la porosité du terrain. Donc, il va vous permettre de mesurer la capacité du terrain à absorber l'eau. Et fatalement, elle est liée à la décompaction. Plus vous avez des espaces dans le sol, plus vous avez une bonne capacité à absorber l'eau. Si tant est que cette décompaction avec les espaces dans le sol récupère le drainage. Comment ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas? Ici, vous avez en fait autour là ici, vous avez ce qu'on veut mesurer, c'est-à-dire la descente verticale de l'eau. Mais comme on veut éviter d'avoir la capillarité latérale qui vienne fausser notre mesure, en fait, on est sur un double anneau. On va remplir les deux anneaux. Sur l'infiltromètre que vous voyez, on a une jauge graduée juste en dessous du chronomètre. On va la mettre à 0. On va lancer notre chronomètre. On va partir faire autre chose, une autre mesure ou un changement de trou par exemple. Et au bout par exemple d'un quart d'heure, on va revenir, on va mesurer de combien est descendu notre flotteur et en le multipliant par 4, si on est sur un quart d'heure, on va déterminer le taux de percolation en millimètres par heure. C'est-à-dire savoir de combien votre sol, votre green est capable d'absorber l'eau en une heure. Ce qui va vous permettre aussi d'avoir des très bons réflexes après en cas de pluie pour la jouabilité du terrain. Voilà pour la partie compaction. Deuxième aspect sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est l'aération. L'aération pour justement, comme je vous l'ai dit, venir faire un travail biochimique, mettre de l'oxygène au niveau des racines. Parce que ben, quand on a des racines saines et durables, on va avoir un gazon qui soit résistant et durable. Cette aération permet d'apporter au niveau des racines l'air, l'eau, les nutriments, et donc de permettre le fonctionnement et le développement du gazon. Au niveau des méthodes de la méthode traditionnelle, qui, je le répète une nouvelle fois, est une méthode qui agronomiquement fonctionne très bien, on travaille beaucoup en fait en carottage. Donc le carottage, c'est le fait de venir enlever de la matière de la surface. Les limites du carottage, c'est qu'on a un fort besoin en main-d'œuvre, on a une très faible action sur l'excès de feutre.
Ça, je tiens à le dire à chaque fois, puisque j'entends encore des gens me dire on carotte pour manager le feutre. Si on fait des maths et qu'on mesure la surface d'un trou multiplié par le nombre de trous qu'on fait par mètre carré, puisque sur un carottage classique, on va faire à peu près 400 trous par mètre carré, on n'enlève pas plus de 8% de la surface du green, même si ça a l'air qu'on en enlève beaucoup plus. Donc on enlève 8% du feutre. Donc la gestion du feutre ne se fait pas de cette manière-là. La problématique de cette méthode, c'est qu'en fait, en plus d'être très consommatrice en main-d'œuvre, elle va dégrader temporairement la surface des greens, hein. Je pense que vous avez tous déjà été confrontés à cette partie-là. Elle va aussi dégrader la rentabilité du parcours, puisque la plupart du temps, il y a des remises qui sont faites pour après carottage. Ça devient de plus en plus difficile de carotter puisque les golfs sont de plus en plus utilisés par rapport aux compétitions, puisqu'on doit la plupart du temps fermer le parcours et qu'on ne peut pas en fait le vendre pour une compétition. Donc la problématique, c'est qu'agronomiquement ça marche très bien, mais le problème c'est qu'on diminue la rentabilité et la qualité du parcours pendant et après l'opération. Donc, il existe d'autres méthodes d'aération qui sont sans impact sur le jeu. Je vous en ai mis là plusieurs. En haut à gauche, vous pouvez voir donc avec l'aérateur, on va pouvoir faire de la micro-pointe. Donc là, il existe un florilège de pointes. De ce côté-là, je vous invite à vous rapprocher de Mecagreen pour savoir ce qui peut être fait en micro-pointe, que ce soit avec extraction, sans extraction, en point de croix, pas point de croix, savoir les différences entre les différentes pointes par rapport à la surface de contact et l'air qu'on va pouvoir avoir. Vous avez une autre technique dont je vous ai déjà parlé, donc c'est l'air de G2 qui est en plus décompacté à air, puisque fatalement il amène de l'air au niveau des racines. Donc là, on est sur une technique totalement non invasive. Et les deux techniques qui sont à droite, je vais vous les développer un peu plus, c'est le planétaire et le rotoknife, qui sont des méthodes très très intéressantes. Ce qui est important sur les méthodes d'aération, c'est que plus vous allez varier et plus vous allez faire des méthodes d'aération différentes, et plus votre gazon va en être content. Et surtout, ça va aussi physiquement vous éviter d'avoir des phénomènes de semelles de labour ou de zones compactées. Donc un petit point rapide sur le planétaire, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine en fait qui fait des trous pendulaires, comme vous pouvez le voir là sur les illustrations en dessous, c'est-à-dire que vous avez la lame qui va osciller de cette manière-là dans le sol. Avec juste une petite ouverture sur la surface, et donc laisser des greens complètement jouables après l'aération. C'est une opération avec un seul opérateur, on fait 18 greens en 3 heures à peu près, on ne déforme absolument pas la surface, on peut faire avec ou sans sablage, mais la plupart du temps c'est utilisé sans sablage. Et on est entre un super spiking et une accélération à micro-pointe, sauf qu'on travaille beaucoup plus vite, donc on peut y aller beaucoup plus régulièrement. Donc c'est tout l'intérêt de cette machine. En plus, c'est une machine qui a l'avantage, et c'est la seule machine de marché que je connaisse, de augmenter la vitesse de roule d'à peu près 50 à 60 cm à chaque fois qu'on la passe. Pourquoi? C'est grâce à ces 5 vérins qui sont là à l'arrière, les 5 vérins qui sont poussés, enfin les 5 rouleaux qui sont poussés par vérin à l'arrière et qui en fait font que tout le poids de la machine est à l'arrière, et donc on a vraiment un effet lissant. Autre méthode très intéressante, c'est la méthode du rotoknife. Le rotoknife, c'est un aérateur à disque. Donc, on est sur la même méthode qu'un aérateur à pointe, sauf que l'avantage d'avoir un aérateur à disque, c'est qu'on fait des lignes continues, donc on évite d'avoir des déchets de tonte qui vont pouvoir, en fait, des déchets de gazon qui vont pouvoir ressortir à la ressortie des pointes. Et c'est une machine qui est extrêmement versatile, puisqu'elle a plusieurs rotors de disques qui travaillent à plusieurs profondeurs avec plusieurs écartements, permettant soit de faire un travail d'aération en profondeur jusqu'à 15-20 cm au niveau des racines, soit de venir aussi couper le feutre, aérer la surface, ouvrir des canaux entre la surface et le sol pour permettre l'enracinement du gazon et aussi le passage des nutriments, de l'eau et de l'air. Voilà. Pour tout ça, pourquoi je la trouve extrêmement intéressante, pour les deux raisons qui sont dessous, vous pouvez voir, c'est une machine en fait dont le réglage se fait sans outils.
dont l'utilisation est extrêmement rapide, puisqu'on travaillait à 15 km/h, à peu près sur toutes les surfaces. Donc c'est extrêmement facile de passer cette machine, et pareil, l'impact sur la surface est extrêmement minime. Deuxième point sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est le management du feutre. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc je reviens, c'est sur mes axes de lutte, comme je vous les ai définis, pour qu'on puisse en fait éviter l'apparition des champignons. Le feutre va être extrêmement important. Donc je fais des rappels un petit peu de base, mais qu'est-ce que c'est que le feutre? C'est l'accumulation de déchets organiques qui sont non décomposés. C'est un gazon qui meurt et qui n'est pas dégradé suffisamment rapidement. Le feutre, il vient de deux parties. La première partie vient des lames de gazon et des feuilles de gazon qui vont mourir par sénescence et qui vont venir en fait se poser au sol et qui ne sont pas encore suffisamment décomposées, hein. Je vous rappelle, je reviens à la slide qu'on a fait sur les petits animaux, c'est-à-dire que les animaux, dans un green de golf, on a beaucoup moins de faune du sol, donc on a beaucoup moins de phytophages qui vont venir découper ce gazon en petits morceaux pour qu'après il soit assimilé par les bactéries, donc il y a plus de travail à faire. Et le feutre vient aussi d'une deuxième partie, c'est le relargage des racines qui se fait chaque année, puisque chaque année le gazon fait de nouvelles racines et elle largue ses anciennes racines qui ont tendance à remonter et à venir se dégrader. Et donc la dégradation, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite qui est ici, va créer des petites accumulations organiques. C'est cette différenciation de couleur qu'on peut voir. Mais pourquoi en fait on a besoin de limiter ce feutre? Pour une première raison qui est très simple, c'est que le feutre, c'est un réservoir de spores. Les spores se fixent sur du matériau vivant, enfin qui était vivant et qui est mort. Les champignons adorent se fixer sur ce type de matériau. Et donc, du coup, les spores sont véhiculés par le vent, les joueurs, les machines. Et plus on va avoir de feutres, en fait, et plus on va créer un habitat pour les spores qui soit accueillant et agréable. Et donc, plus on va avoir de spores, plus on va avoir de risques qu'au moment où les conditions climatiques sont propices pour l'explosion de la maladie fongique, eh bien, la maladie se développe. Donc, c'est important de venir travailler ce feutre pour réduire en fait cette quantité de sport qu'on va avoir dans nos greens de golf. Ensuite, deuxième raison pour laquelle il faut travailler le feutre, c'est parce que le feutre va venir bloquer la circulation de l'air. Pareil, hein, je reprends des analogies. Les cow-boys ont des chapeaux en feutre et ils adorent être, quand on les voit sous la pluie, ça les protège de la pluie. Plus on va avoir en fait un feutre qui va être dense, plus on va bloquer cette circulation d'eau, d'air et de nutriments, et donc plus on va asphyxier la vie microbienne du sol. En plus, comme ce feutre, par son tissage, il va retenir l'eau. En fait, on va améliorer les conditions d'humidité dans cette petite partie. Donc en fait, on va se retrouver dans cette petite partie de feutre dans laquelle il y a les spores, avec beaucoup plus d'humidité, et donc du coup, une capacité beaucoup plus forte au moment où la température va arriver, d'obtenir en fait les conditions pour le développement de la maladie fongique et le développement du mycélium. Je vous le montre sur cette vidéo. Le feutre, en fait, est un produit complètement hydrophobe. Et donc, vous pouvez le voir ici, en coulant, en fait, le feutre empêche le liquide, c'est juste de l'eau avec un colorant bleu, hein, de pénétrer en fait à l'intérieur et de venir jusqu'au niveau des racines. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il va falloir venir le limiter. Donc, au niveau mesure pour le feutre, la meilleure mesure, c'est de venir au niveau agronomique, ça va être de venir mesurer le profil racinaire. En fait, de faire un profil racinaire, ça va vous permettre de mesurer trois choses. Ça va vous permettre de voir la longueur racinaire, donc de savoir la longueur et la vigueur racinaire, pour être plus précis, c'est-à-dire de voir jusqu'à quelle profondeur descendent vos racines et savoir si en période de pousse, vous avez des racines, des nouvelles racines, donc des racines qui sont blanches, qui sont vivaces. Vous allez pouvoir mesurer l'épaisseur du feutre, donc savoir en fait avec vos opérations quelle est l'épaisseur de votre feutre, puisque le feutre, on va y venir juste après, c'est une donnée qu'il faut combattre, mais qu'il ne faut pas éliminer sur un green de golf. Et la troisième mesure que vous allez pouvoir faire avec une observation de profil racinaire, c'est les accumulations organiques. Vous pouvez le voir ici sur la photo qui est ici. C'est cette partie noire qui est là.
C'est cette matière organique qui n'est pas très très bien dégradée et qui, si en fait on continue à ne pas le laisser bien se dégrader, va créer ce qu'on appelle le black layer, donc une couche complètement anaérobie avec des cyanobactéries qui bloquent complètement la vie microbienne et au contraire on rentre dans une pourriture de type vase. Donc c'est un point à éviter absolument. L'autre mesure qu'on va faire au niveau du feutre, et celle-là, elle est plutôt sportive, et je reviens toujours dans ma balance l'agronomie et le sport, je vous rappelle qu'on est en gazon sportif, ça va être de mesurer aussi la quantité de feutre, puisque comme je vous l'ai dit, dans le jeu de golf, on a besoin d'avoir une quantité de feutre nécessaire pour avoir du pitch. Donc il est nécessaire en fait de monitorer son épaisseur de feutre et de monitorer son pitch, de manière à ce qu'on ait la bonne épaisseur de feutre pour la bonne application et pour les bons joueurs. Voilà. Donc ça, c'est très important de venir de ce côté-là. Donc là, cet outil-là s'appelle le TrueForm. C'est un outil qui permet de faire cette mesure-là. À l'heure actuelle, au niveau du défeutrage, comment on fonctionne? On fonctionne avec des lames verticut, des lames défeutrage. Donc, pour la plupart du temps, c'est des lames qui sont au carbone au tungstène, ventilées, avec des embouts, ces embouts de 1 ou 2 millimètres de large, sur des rotors qui tournent à peu près à 2500 tours minute. Donc, on se retrouve en fait avec des techniques. On va aller chercher le feutre pour venir l'extraire et le ventiler. Mais c'est des techniques qui sont d'abord elles combattent la conséquence et pas la cause, c'est-à-dire que c'est des techniques pour enlever le feutre, on est plutôt dans la technique curative à l'heure actuelle. Elles ont un impact esthétique sur le jeu qui est un peu important avec des lignes, mais surtout, et moi, pour moi, c'est la plus grosse limitation, c'est qu'en fait, c'est très agressif au niveau de la plante, puisqu'en fait, en venant avec ces pastilleurs de carbone tungstène taper les feuilles de gazon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On éclate les stomates externes de la feuille, et donc du coup on crée des ouvertures d'entrée de maladie par l'eau qui sont assez importantes. De plus, si on réalise le défeutrage au mauvais moment, ou sans utiliser les bacs, ce qu'on a déjà vu, ben on va en fait disperser du pâturage annuel. Si on fait ça, par exemple, au moment où le pâturage annuel est monté en graines, on va venir disperser du pâturage annuel et donc disperser cette graminée qui va s'implanter encore plus sur les greens, créant encore plus de problèmes. On y viendra apparaître tout à l'heure sur le pâturage annuel. Donc, au niveau de la lutte contre le feutre, en fait, on ne peut que, si on veut travailler dans le bon sens, travailler en fait d'abord en dopant le rendement microbien, de manière à ce que ben, les microbes travaillent encore plus pour la dégradation du feutre, et travailler en fait pour faire une action préventive. Donc en fait, il faut diminuer les déchets et augmenter l'oxygénation pour que ça fonctionne. Donc, on va rentrer en fait dans une logique, on va plus en fait combattre le feutre, mais on va le manager. L'idée, ça va être de garder la quantité de feutre nécessaire qu'on veut avoir pour avoir le pitch, mais ne pas la laisser se développer au-delà. De plus, en faisant ce type de management, avec les outils que je vais vous présenter juste après, on va pouvoir redresser le brin, extraire la matière organique faible ou morte avant qu'elle ait besoin de se dégrader. Donc, du coup, en redressant le brin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va améliorer la vitesse de balle. En utilisant ce type de méthode, on peut avoir des vitesses de balle qui soient très, très intéressantes avec des 4 mm, 4 mm 5 de hauteur de tonte. On n'est pas obligé, en fait, la logique de descendre la hauteur de tonte pour avoir une belle vitesse de balle n'est pas la bonne puisqu'en fait, vous allez fragiliser la feuille et donc mettre en péril la totalité du gazon, alors qu'il vaut mieux en fait remonter les hauteurs de tonte et plutôt brosser mécaniquement vers le haut, de manière en fait à non seulement extraire la matière organique, dégager le collet, mais surtout soutenir la balle de manière à ce qu'elle puisse avoir la bonne vitesse de roule. De plus, ce type de méthodes qui sont sur des brossages mécaniques vont permettre de récolter les fleurs du pâturage annuel, et donc on va éviter que celui-ci se monte en graines et donc qu'on puisse avoir un établissement du pâturage. Donc, c'est une opération qui va rester totalement invisible. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Je vous en présente deux. Vous avez l'Ultra Groomer qui était assez connu. Le Vacuum Groomer fait un petit peu la même chose. On est en fait sur le même type d'outil pour faire que tout le monde comprenne que le ciseau à désépaissir les cheveux chez le coiffeur. C'est-à-dire qu'on va le passer et on va enlever beaucoup de matière, mais sauf qu'on aura quasiment
aucun impact visuel, ni aucun impact sur le jeu. Donc en fait, on va pouvoir manager le feu très régulièrement, passer très régulièrement ce type d'outil pour venir diminuer la quantité de feutre et éviter l'expansion du pâturage annuel. Voilà, c'est des systèmes qu'on peut utiliser sur les triplex à green, sur des simplex dédiés. Ça peut fonctionner de manière très intéressante. Quatrième axe sur lequel il faut travailler pour avoir des gazons zéro phyto, ça va être la graminée. La graminée qu'on va cultiver sur nos greens de golf. Tout d'abord, il faut mettre la graminée adaptée. Je refais un petit point, puisque c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, ou sur lesquels beaucoup de gens se questionnent. Le choix de la graminée, ça va dépendre des conditions climatiques. Vous avez deux grandes catégories de graminées, les graminées dites de saison froide, les graminées dites tropicales. Les graminées de saison froide, ben, en green, ça va être les agrostides, ça va être les régras, les fétuques. Et les graminées dites tropicales, ça va plutôt être des bermudas, des bermunadins, des paspalum, des zoysia. L'évolution climatique ferait que on devrait de plus en plus utiliser des graminées tropicales. C'est une culture que nous n'avons pas en termes culturels en France. Si vous allez aux États-Unis, vous avez une énorme culture de la graminée tropicale, puisque vous avez en zone de transition, vous avez des graminées tropicales jusqu'à Washington, quand vous remontez, donc on est très très haut dans le nord. Cette transition, en fait, chez nous est très peu maîtrisée, donc c'est pour ça qu'elle est très peu mise en place. Moi, personnellement, je pense que vu nos climats, jusqu'à Lyon, à peu près en France, on devrait travailler avec de la graminée tropicale à peu près partout. On peut le voir, par exemple, dans certains golfs du Sud, où les fairways l'hiver, on a des grandes taches marron, en fait, de chien-dent naturel qui est venu s'installer, qui en hiver est en dormance. Et bah, peut-être qu'au lieu d'essayer de le combattre et de l'enlever et de remettre du régras sur ces fairways-là, il vaudrait mieux faire une transition. Alors bien entendu, et j'ai vu une remarque dans la conversation là-dessus, c'est en plus de toutes les opérations mécaniques, parce qu'elles le demandent toutes, c'est un point qui va demander énormément de communication avec les joueurs, parce que ben, avoir un tapis végétal qui soit marron l'hiver, ben, c'est pas pareil qu'avoir un tapis végétal qui soit vert, mais tant que ces caractéristiques physiques, tant que les caractéristiques sportives de ce tapis végétal sont là et qu'elles permettent un bon jeu du golf, pourquoi pas? Voilà, sur les greens, je pense pas qu'on ait besoin, nous, de passer, puis on n'a pas des climats qui permettraient d'avoir des greens en graminées tropicales toute l'année, mais il y a des choses qui sont intéressantes à voir de ce côté-là. Ensuite, ce qui est important au niveau de la graminée, c'est de choisir la variété. Et là, c'est pas mon domaine non plus, mais je trouve que la recherche scientifique a fait énormément de progrès. Les fournisseurs de graines proposent énormément de nouveaux types génétiques avec beaucoup de tests qui sont faits sur le sport pratiqué, la fréquence, l'environnement dans lequel on travaille, savoir si elles vont être résistantes à l'arrachement, résistantes à l'ombrage, résistantes à des fortes températures. Et donc, il est important, en fait, de choisir la bonne variété. Je dirais plutôt, il est important de choisir les bonnes variétés, puisqu'en fait, c'est l'association de variétés en fonction des cycles climatiques dans lesquels votre golf se trouve qui vont permettre, en fait, que chaque espèce bénéficie des qualités de chacune et qu'au total, on ait un couvert végétal qui soit uniforme et jouable dedans. Si on va un peu plus sur les graminées, je voudrais profiter pour faire un petit point sur la tonte, puisque c'est quand même le travail mécanique qui est réalisé le plus souvent, et il est important en fait que la tonte soit faite de la bonne manière. Donc, je voudrais vous faire un petit sondage là-dessus par rapport à la tonte. Je voudrais savoir en fait qui affûte et qui rôde. Hop, je vous lance le sondage. Je trouve ce sondage intéressant et important à faire puisqu'on est, nous, dans une logique qui a toujours été plutôt de rôder plutôt que d'affûter. Et c'est important, enfin, je trouve ça intéressant de voir comment les choses avancent. Donc, pareil, hein, je vous laisse 2 minutes pour compléter ce sondage puisque effectivement, il est un peu plus long. Il est de 3 questions, celui-ci. Par rapport aux fréquences et par rapport au type de méthode.
Et après, on va faire un point ensemble sur les effets du rodage et les effets de l'affûtage par rapport en fait à la qualité de tonte. Alors bien entendu, je ne parle que de tonte hélicoïdale ici et pas de tonte rotative. Mais la tonte rotative a aussi besoin d'avoir de l'affûtage. Alors je vois les réponses qui rentrent. Voilà, donc ça n'évolue plus, je clôt le sondage. Je reviens sur la tonte et l'affûtage. Ici, vous avez un petit film qui vous montre comment, en fait, quand on utilise le rodage, on va avoir en fait un phénomène d'écrasement, c'est-à-dire que on aplatit le cylindre en faisant du rodage et on aplatit la contre-lame. Et c'est ça qui va nous créer en fait cet écrasement du gazon qui fait qu'on a un gazon qui va être vulnérable. Pareil, si je reprends mes analogies, je dirais que quand on va faire ce type d'opération en termes de coupe, c'est comme si en fait on se coupait le bras avec une râpe à fromage. Donc au niveau de la cicatrisation, ça va être beaucoup plus long. Alors que si on passe en fait sur une tonte sans contact avec des machines qui soient affûtées, vous pouvez voir en fait qu'on va venir couper de manière très nette le gazon, comme si on se coupait la peau avec un scalpel, pour continuer mon analogie. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une plante qui va guérir beaucoup plus rapidement, qui va utiliser beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de nutriments pour pouvoir guérir, puisque n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on coupe une plante, il faut qu'elle cicatrise pour éviter que l'eau s'en échappe complètement. Voilà, donc si on fait la différence entre les deux, on peut voir en fait, ça c'est des photos au microscope sur une coupe avec contact ou une coupe sans contact. Un affûtage de lame, ça va être indispensable parce que ça va vous permettre de réduire la consommation d'eau, d'engrais, et ça va la protéger des maladies parce qu'on va lui causer beaucoup moins de stress. Alors je vois une remarque de Nathan qui dit que les deux sont complémentaires et nécessaires. Très souvent, en fait, ils sont complémentaire et nécessaire par nécessité, c'est-à-dire que peu de golfs sont équipés d'affûteuses, peu de golfs ont les moyens aussi d'avoir un mécanicien à domicile qui peut affûter très régulièrement. Mais physiquement, donc le rodage est souvent une solution en fait qui permet de garder une tonte qui soit quand même plus efficace que si on ne fait rien, ça c'est clair, et beaucoup moins invasive. Mais comme vous l'avez vu, le rodage à terme en fait va créer un écrasement entre la contre-lame et le cylindre qui va avoir des soucis. Au niveau outils de mesure, puisque je vous parle des outils de mesure, tout ça vous pourrez le voir avec le macroscope et je vous ai aussi mis ces petites lunettes intéressantes qui permettent en fait de souligner les stress du gazon. Alors pas seulement la coupe, mais aussi les dry spots, les dry spots, des maladies en démarrage, des fusarioses, des anthracnoses. Les lunettes vont pas vous permettre de le voir, mais au niveau de la coupe, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça blanchit complètement les endroits qui ont été stressés sur le gazon. Deuxième point sur la graminée, pour la gestion de la graminée, ça va être la gestion du regarnissage. La gestion du regarnissage, ça va être un point indispensable. Pourquoi? Parce que les graminées qu'on utilise, produisent toutes des graines à 40 centimètres. Donc, étant donné que on les tond plusieurs fois par semaine, elles ne monteront jamais à 40 centimètres. Donc, elles n'auront jamais la capacité de se reproduire naturellement. Donc, étant donné que ben, vous avez des plantes qui ont une sénescence naturelle, que vous avez un petit peu d'arrachement avec les opérations, que vous avez du pâturage annurin qui arrive régulièrement, il faut en fait regarnir très, 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 très régulièrement pour assurer le renouvellement de la graminée que vous avez au démarrage. C'est je dirais, c'est un travers en fait qu'on a eu en France dans les années 90 quand on a construit les golfs, on les a construits tous comme aux États-Unis. Sauf que ben, quand on met la même graminée à Amiens que ce qu'il y avait en Floride,
et j'ai rien contre le golfe d'Amiens, la graminée n'est pas du tout adaptée aux conditions climatiques. Donc on s'est retrouvé en fait avec des golfs sur lesquels il y avait peu d'intérêt qui était porté à cette question de la graminée et du renouvellement de la graminée. Et donc on a eu des golfs qui se sont fait énormément conquérir au niveau pâturage annuel, au niveau des greens. Donc bien entendu, le pâturage annuel, il est joli parce qu'il fait de la surface, il fait du couvert végétal et il est vert en saison, de mars à, on va dire, à fin juillet. Mais c'est une plante qui, en termes de stratégie de survie, en fait, a choisi la reproduction plutôt que la résistance. Donc, du coup, c'est une plante qui ne va jamais s'enraciner plus loin que 5 cm, quel que soit tout ce que vous pouvez faire. Il y a des tests qui ont été faits en laboratoire sur les pâtures annuelles. C'est une plante qui va être extrêmement molle, donc qui va très vite s'assécher en cas de sécheresse, qui va attraper toutes les maladies quand il y aura du stress, qui va s'arracher facilement. Donc du coup, c'est une plante qu'il faut combattre et sur laquelle qu'il faut éradiquer par des graminées qui soient adaptées. Donc pour ça, pour pouvoir réaliser cette inversion de flore, il va falloir réaliser du regarnissage. Donc, remettre du gazon qui soit toujours le plus adapté à l'utilisation pour éviter l'installation de graminées indésirables. Donc, nous, on préconise plutôt chez Hydrapars de travailler avec des semoirs à disque et à double disque. Pourquoi? Parce qu'ils ont des taux de germination qui sont extrêmement intéressants. Juste pour vous donner quelques chiffres, un semoir type Gandhi, c'est-à-dire ou équivalent semoir semi à la volée ou Gandhi, quand on fait des semis, on a un taux de germination qui est entre 20 et 25%. C'est-à-dire que 20 et 25% des graines qu'on aura mis sur le sol vont effectivement germer et s'enraciner dans le sol. Donc quand vous avez un sac que vous achetez 100 euros, ça veut dire qu'il y a 80 euros, entre 75 et 80 euros qui sont donnés aux oiseaux, essentiellement. Si après on prend des regarnisseurs type Pico, ce que je vous donne comme chiffre, c'est des chiffres qui ont été des études qui ont été faites par une université hollandaise. Si on prend du regarnisseur type à Pico, on est sur du 40%, c'est-à-dire que 40% des graines qui sont mises dans le sol vont germer du fait que voilà, le Pico fait les trous, les graines tombent dedans et on va avoir un balai il faut essayer de les ramener dedans, mais elles tombent pas toutes dedans. On a beaucoup de pertes de ce côté-là, alors que sur des semis à double disque, donc c'est-à-dire avec un système de disque qui va être en V et avec introduction des graines à l'intérieur, où en fait la graine va se retrouver recouverte directement par les fibres à l'intérieur du sol, donc en contact avec l'humidité, on est sur des taux de germination qui sont entre 90 et 95%. Donc là, on optimise fortement l'investissement en graines qu'on fait. Étant donné que les graines sont de plus en plus chères et que ça ne va pas aller dans l'autre sens, il est important en fait de maximiser par un bon regarnissage l'utilisation en fait qu'on fait des graines pour réaliser justement la bonne inversion de flore ou le bon maintien de flore. Puisque quoi qu'il arrive, qu'on fasse une inversion ou qu'on fasse un maintien, la seule différence va être dans la fréquence de travail qu'on va avoir à faire. Voilà, et pour ceux qui pensent que les semoirs à double disque sont extrêmement chers, je vous présente juste rapidement cette petite machine qui fait 95 cm de large, qui est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme et qui permet en fait de faire des grilles très rapidement avec des petits véhicules légers. Il peut être porté 3 points ou il peut être traîné, tout en ayant les mêmes taux de germination et les mêmes vitesses de travail. Donc c'est juste pour travailler là-dessus. Cinquième point sur lequel il va falloir travailler pour en fait avoir des greens qui restent en bonne santé, ça va être le sablage. À quoi va nous servir le sablage? Le sablage, ça va nous permettre de diluer le feutre. C'est-à-dire que on va avec le sablage ramener de la matière inerte au niveau du feutre. Cette matière inerte va permettre quoi? Elle va permettre en fait que les micro-organismes, tout ce qui est biofilm viennent se fixer à ce niveau-là. Donc c'est pas de l'ancienne matière vivante qui est morte, c'est de la matière inerte, hein, contrairement au feutre sur lequel se fixent les spores. Tout ce qui est bactéries vont se mettre en fait sur ces petits grains de sable. Donc plus il est anguleux, plus on va permettre en fait de les fixer.
Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet que les micro-organismes étant présents directement au niveau du feutre, on va non seulement le diluer biologiquement, mais aussi le fait de ramener de la matière qui va s'imbriquer et qui va tenir physiquement va nous permettre en fait de raffermir la surface et de recréer aussi une bonne porosité au niveau de la surface et donc de diluer aussi ce feutre physiquement. Voilà. Donc à terme, on va avoir des meilleurs essuyages et surtout, ça va nous permettre vraiment d'être dans cette logique de lutter contre le feutre pour que ça avance. Un sablage en petite quantité, donc là on parle de top dressing, on ne parle pas de sablage après aération. Mettre plus de 1 litre par mètre carré, on n'est plus dans du top dressing. Le top dressing, c'est vraiment mettre des toutes petites quantités, de le faire très régulièrement, et cela n'est possible qu'avec des sableuses centrifuges. C'est-à-dire que si vous utilisez des sableuses à brosse, vous ne pourrez jamais faire un top dressing régulier, vous ne pourrez jamais rentrer dans une logique de top dressing régulier. Donc, seule la sableuse de centrifuge va vous permettre ce genre de choses. Voilà. Nous, on travaille avec les sableuses Dakota qui vont nous permettre, en fait, avec des commandes électriques, de pouvoir faire tout ça. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, comme je vous l'ai dit, on est parti de l'agronomie. Et je vous ai montré toutes les opérations, puisque en fait, nous, chez Hydraparts, on a mis en place justement des méthodes de travail sur les greens qui vont en fait mettre en place ces grandes opérations pour pouvoir contrer les problèmes agronomiques qui sont induits par le jeu. Et ils ne sont efficaces en fait si on va entrer dans le zéro phyto que si on va aller avec de la mesure. Donc ça, en fait, c'est une méthode de travail pour une stratégie mécanique pour entretenir régulièrement un green, on va dire, qui a un bon fond, c'est-à-dire qui est bien construit, qui n'est pas trop feutré, qui a de la bonne graminée. Si on n'a pas ce cas-là, ce qui est le cas de beaucoup de greens en France, il va falloir en fait utiliser sur les mêmes axes de travail, travailler de manière curative, c'est-à-dire travailler de manière beaucoup plus invasive. Alors là, du coup, on va être obligé d'induire des fermetures de parcours, des choses comme ça, mais je voulais en fait aborder cette partie-là parce que il est important en fait de considérer cette option-là dans la stratégie que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que il y a des fois, il vaut mieux repartir à neuf plutôt que essayer de se battre contre quelque chose qu'on n'arrivera quasiment jamais enfin quasiment jamais, ou qu'on aura beaucoup de temps en fait qu'on mettra beaucoup de temps à éliminer, et donc du coup, il vaut mieux l'éliminer d'un coup, faire un gros désagrément pour les joueurs à un moment, et repartir derrière. Donc dans les différentes méthodes curatives, je vais aller plutôt rapidement sur ces méthodes-là, parce qu'elles pourront faire l'objet de d'autres présentations. Ben, on pourra parler de deep drill. Donc, c'est-à-dire que si on a des greens qui sont en terre, des greens avec beaucoup d'accumulation organique, des greens avec très peu de porosité, donc très peu de circulation d'eau, ben, on va pouvoir, avec ce type de machine, venir percer totalement la surface. On peut aller jusqu'à des 45 ou 50 centimètres et pouvoir avancer là-dessus. Et donc retrouver un bon sous-sol. Au niveau du sous-sol aussi, je n'ai pas mis de photo ici, mais on peut faire aussi du dry jack. Le dry jack a exactement le même effet. Alors il peut être utilisé, on va dire, dans une logique de repartir à neuf ou aussi dans une logique de fonctionnement régulier. Donc le dry jack va vous permettre d'injecter du sable sous pression avec de l'eau qui va vous permettre de faire une décompaction et de créer ces nouveaux espaces aussi. Au niveau du redépart à neuf, on peut aussi réaliser du mélange de substrats avec ce type de machine. Donc là, on est sur une machine qui s'appelle le Recycling Dresser, qui est une machine qui va forer, remonter de la matière. Entre les lames de forage, vous allez avoir des poutres qui vont passer, comme vous pouvez le voir ici, qui vont venir décompacter de la même manière que le shockwave, en faisant une décompaction latérale. Et en faisant cette décompaction latérale, donc on va aérer avec les fentes, faire la décompaction, et tout le matériau, lui, est remis sur la surface. Donc on va venir top dresser avec le matériau d'origine.
L'intérêt en fait de cette technique va être vraiment d'être une technique de régénérer complètement votre sous-sol. Pareil, c'est quand on a des accumulations organiques, quand on a plusieurs couches différentes dues à des entretiens qui vont être différents, avec par exemple des types de sable qui vont être différents. On est sur des machines qui vont vous permettre de refaire ça. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est assez invasif comme technique. Autre technique pour repartir à neuf, c'est les gros défeutrages avec dilution, donc en utilisant des machines de type Graden, de type Sandfiller, dans lesquelles on va travailler très profondément, on va enlever beaucoup de feutre sur le green, on va venir mettre du sable directement dans les fentes là où on a enlevé pour venir diluer le feutre, comme on l'a vu juste avant, qui vont avoir des effets énormes sur la fermeté, sur le feutre. Donc ça, c'est quand on a beaucoup, beaucoup de feutre. Mais quand on a, bon, je dirais quand on a beaucoup, mais pas trop. Sinon, la dernière technique, quand on en a beaucoup, beaucoup et qu'on veut repartir vraiment à zéro, ben, c'est de réaliser un scalpage. Donc, cette technique qui vient du terrain de sport au démarrage. Et un scalpage, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de carrément enlever toute la graminée, toute la partie feutre et de vraiment repartir à zéro sur le substrat. Bien entendu, quand on va faire ce type d'opération, on va pas faire uniquement un scalpage. On va venir décompacter, aérer, amender notre substrat en fonction des mesures qu'on aura faites et de ce dont le sous-sol du green aura besoin. Donc ça peut être une opération qui, oui, au démarrage peut avoir l'air de faire un petit peu peur, mais qui peut être très très intéressante à mettre en œuvre pour vraiment repartir à zéro. Nous, c'est des tests qu'on a fait sur plusieurs greens et les résultats se sont avérés extrêmement positifs. Voilà. Le problème, c'est que, bah, comme vous pouvez voir sur cette photo, voilà à quoi ressemble votre green quand vous avez fini l'opération. Il est obligatoirement fermé. Il y a au moins 8 semaines pour le faire repartir. Et là, on a besoin de vraiment le surveiller pour que ce soit la graminée désirable qui pousse, exactement comme un semis sur une construction de golf. Mais ça va permettre de revenir. Voilà. Donc, j'en arrive à la fin un petit peu de cette présentation. Pour conclure sur les stratégies mécaniques pour l'entretien des grilles dans zéro phyto, ben, je dirais qu'il faut travailler différemment. C'est pour reprendre mon analogie sur le corps humain, c'est faire du sport au green pour le garder en bonne santé, hein. Si on veut que un humain reste en bonne santé, ben, il faut qu'il soit bien nourri, qu'il dorme bien, qu'il fasse du sport, et la plupart du temps, il risque de ne pas tomber malade. Et ben, c'est exactement la même chose pour le gazon. Et bah, pour faire ce sport, il va falloir cibler, multiplier les opérations mécaniques, les faire plus régulièrement, plus rapidement et sans immobiliser ni les terrains ni le personnel, de manière à avoir des grilles de qualité qui soient disponibles pour les joueurs toute l'année, parce que ça, c'est l'adéquation générale à trouver. Et c'est pour ça que chez nous, chez Hydraparts, on travaille énormément en termes de gamme à travailler sur des machines qui soient non invasives, pour qu'en fait, on puisse concilier et l'exploitation économique du golf et sa qualité agronomique, puisque plus on va avoir de la qualité agronomique, plus ça va fonctionner. Voilà, donc je vous propose de passer à la partie questions et discussions. Si vous voulez, pour donc soit des questions dans la conversation, soit des questions, vous pouvez activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Je réponds à la question directement. Vous recevrez tous le lien. En fait, directement après la présentation, vous aurez un lien pour télécharger toute la présentation dans laquelle vous avez les slides et mon commentaire. Ça permettra de pouvoir la réutiliser, la diffuser. Et si vous voulez que je vous fasse parvenir la présentation, il suffira de me faire parvenir un message. Il me faut parvenir uniquement à la présentation. Mais je pense que ça peut être intéressant avec le commentaire qui va à côté. Euh, je suis tout à fait d'accord, Baptiste, sur le fait qu'un athlète de haut niveau ne peut pas tomber malade, mais je ne dis pas que c'est garanti si on va faire du travail.